Je jure d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance et probité. Ce serment les engage à respecter les principes essentiels de leur profession et plus précisément de leur corporation. La Boussole TV reçoit sur son plateau une invitée de taille. Découvrons tout de suite notre invitée. Bonjour Kadiatou. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Je vais très bien, merci. Merci d'être sur notre plateau. Avec plaisir. Pour pouvoir échanger sur le métier d'avocat en droit des affaires. Grand métier. Oui. Avec plein de facettes. On a envie de découvrir, de savoir davantage sur ce qui recouvre la corporation d'avocats. Alors, c'est une très grande question. Oui. En termes de chiffres, déjà, on est à environ 70 000 avocats en France, Oui. 34 000 à Paris. Donc, on voit qu'il y a une grosse partie ici. Beaucoup vont vers le droit des affaires, mais il y a aussi le droit de la famille, droit pénal, qu'on voit plus à la télé, droit fiscal, même si on est un peu dans le droit des affaires, droit du sport et plein de droits innovants. Et donc, moi, j'ai choisi le droit des affaires un peu par dépit, mais ça a un lien avec mon histoire, donc je ne sais pas si je vais en parler tout de suite. On verra. Alors, qui est Kadiatou? Kadiatou est une femme aujourd'hui épanouie, mais ne partez pas, chers auditeurs. Elle est née dans les fin des années 80 à Strasbourg. Je vais parler à la première personne parce que sinon ça fait un peu trop avocat justement. Et justement, moi je garde l'humilité, c'est très important. Oui. Je suis née à la fin des années 80 à Strasbourg, dans une famille issue de 5 sœurs. Je suis la deuxième sur 5, donc on peut dire la position un peu du challenger parce qu'on n'est pas vraiment l'aîné et tout. Obstacle ou expérience de vie supplémentaire, ma grande sœur est autiste, donc je suis aînée dans les faits. J'ai 3 autres petites sœurs qui sont âgées de 31 ans, 29 ans et 24 ans. Ma mère nous a élevées toutes seules, toutes les 5, où finalement j'ai été très rapidement son bras droit. Et elle m'a tout de suite dit dès mon plus jeune âge, je ne suis pas venue en France pour souffrir, donc tu seras ou avocat ou médecin ou avocat, peu importe. Et elle a commencé à être femme de ménage à partir de mes 7 ans. Donc très rapidement, j'ai eu ma mission, c'est que ma mère soit fière de moi et que mes sœurs, je sois un exemple pour mes sœurs. D'accord. Ça, c'est la base de Kadiatou. 3 adjectifs qui te définissent. Audacieuse. Oui. Parce que quand on grandit, quand on naît et qu'on se rend compte qu'on est une fille noire, on nous dit assez rapidement qu'on n'est pas à notre place, du moins dans l'est de la France au début des années 90. Et donc, on se dit qu'il faut ne pas avoir peur pour y arriver et se donner 10 fois plus que les autres, voire 1000 fois plus que les autres. Toujours prouver, toujours faire plus. Donc, ça passe par l'audace. Ça, c'est le premier adjectif qui me représente. Le deuxième, je pense que c'est la persévérance. Parce que, encore une fois, on ne dit que t'es pas à ta place, donc il faut redoubler d'efforts pour y arriver. Et c'est un marathon une course de fond, un vrai marathon. Et il faut aller au-dessus des obstacles. Et le troisième, parce que je vais pas faire que me vanter, ce serait faux, ce serait la spontanéité. Alors, être spontané, c'est pas forcément un avantage, c'est que moi, du coup, je réfléchis pas trop avant d'agir. Et donc, je peux y laisser des plumes, parfois. Mais c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui et le côté entière. 4e objectif qui sous-tend au 3e. Mais ouais, la spontanéité me représente beaucoup. Audacieuse, persévérante et spontanée. Oui, je pense que c'est ça. Alors, revenons sur ton parcours. Comment est-ce que Kadiatou devient avocate en droit des affaires? Alors, ou qu'est-ce qui, dans son cheminement, fait qu'elle exerce aujourd'hui cette fonction? Alors, de 1, j'y suis allée par dépit, et de 2, le chemin a été très sinueux. Vraiment beaucoup d'épingles et tout.
Bon, tout d'abord, je pense que j'ai été responsabilisée très jeune, donc je me suis donné comme objectif d'être première de classe tout le temps, être la meilleure partout, être la meilleure et être la plus jolie aussi. Alors ça, c'est pour se donner de la confiance et tout. Le premier, je l'ai réussi sans grande difficulté en école primaire jusqu'à la fin du collège. Le concept beauté, ça a été beaucoup plus compliqué. On m'a bien répété que parce que j'étais noire, j'étais moche. Et ça, c'est un travail de plus longue haleine où je reviendrai dessus plus tard. Et donc, jusqu'à la fin troisième, tout se passe bien, grâce au basket aussi que je commence dès le collège. On en parlera tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure, qui est quand même un vrai socle. Et après, au lycée, je commence à avoir des difficultés parce que je me concentre plus sur le sport que sur l'école. Et donc, je redouble ma seconde, pardon. Mon brevet, je l'ai tout pile. Je redouble ma seconde, je suis en première et terminale scientifique, ça a été un vrai calvaire. J'ai mon bac avec 10,00. Certains se disent c'est parce que j'ai dû faire pitié avec mon livret scolaire ou parce que j'étais déléguée de classe et que voilà, on m'a donné le bac pour qu'en gros je quitte le lycée. Et à la fac, je me dis tiens, maintenant je peux aller en médecine. Et en fait, je me suis dit je suis tellement nulle en maths, tellement nulle en sciences, impossible que j'aille en médecine. Donc j'arrive en droit sans savoir ce que je veux faire. Je sais juste que j'aime l'histoire. Au début, je voulais faire Sciences Po. Et j'ai raté les séances, les concours. J'y suis juste pas allée. Et à la fac de droit, j'y suis allée parce que je me suis dit que je voulais devenir énarque en toute humilité. Vraiment, j'avais toujours, il faut que je sois au top du top. En plus, moi j'ai mon bac en 2008, c'est l'élection de Barack Obama. Donc je me dis, il a ouvert une brèche. Je commence à découvrir les séries américaines du style Scandale ou How to Get Away with Murder. Et donc, je vois des modèles. Il n'y a pas que Beyoncé, il n'y a pas que Rihanna et tout. Il y a Olivia Pope et Annalise Keating. Et donc, je me dis, je vais être au top du top. Et l'ENA est à Strasbourg, donc pourquoi pas l'ENA. Et en fait, j'ai commencé avec des matières en droit qui m'intéressaient, mais pas trop. Je voyais les débouchés, ça m'intéressait pas d'être derrière un bureau. Non pas que je critique les professions bureaucratiques, mais moi, ça me stimule pas. Et en troisième année, je découvre le droit des affaires et je me dis, c'est cool parce que il y a le côté humain du droit que j'aime beaucoup et le risque n'est que financier, donc le risque n'est pas fou. J'ai envie de dire, il n'y a pas des histoires de garde d'enfants, des histoires de meurtres, etc. Parce que je suis clairement hypersensible et j'ai vécu des choses dans mon enfance, que ce soit dans ma famille ou dans mon quartier, qui m'écartent très rapidement du pénal, très rapidement du droit de la famille. Et donc j'arrive en droit des affaires, mais je me rends compte tout de suite que moi, le droit des affaires qui m'intéresse, c'est le droit des affaires pour les pauvres. C'est pas le droit des affaires pour les entreprises, même si je suis passée par ces entreprises-là. Et donc, je me dis pourquoi pas le droit des affaires, à commencer par le droit des sociétés, accompagner la personne qui va créer sa société, qu'elle sache lire ou pas. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai envie d'aider, alors une expression qui se dit plus du tout en 2024 et heureusement, voire 2025, j'ai envie d'aider l'arabe du coin. Vous m'excusez du terme que je proscris totalement. Je le dirai plus jamais. Et donc, je me retrouve en droit des affaires et je trouve ça intéressant, mais je me dis, là, je suis pas assez reconnue. Donc, il faut que j'aille dans les grandes entreprises. Et donc, c'est comme ça que je fais mes premiers stages de fin d'études longs chez Air France KLM, puis après, je vais chez Hermès. Et là, je me dis, mais représenter un dirigeant qui gagne entre 700 000 € par année et 4 millions par année, c'est pas trop l'endroit où j'étais en fait. Mes parents gagnent 100 fois, 300 fois moins, etc. Donc non. Et donc petit à petit, je retourne vers le droit des affaires des pauvres, même si j'ai fait un petit passage en cabinet américain, mais pareil, je pense qu'on en parlera plus tard. Donc je m'étale pas dessus. Donc pour résumer très rapidement, droit des affaires, parce que humain et argent, donc pas trop de risques. D'accord. Qu'est-ce qu'un avocat ? Alors, comme tu l'as dit lors de la prestation de serment, un avocat, c'est censé être une personne digne, indépendante, en ayant de la probité, en ayant de la conscience et de l'humanité. Être avocat, ça peut être comme c'est être comme un sportif, ne pas avoir le même maillot. Tout va dépendre si on est avocat en conseil, c'est-à-dire anticiper les problèmes de son client, que ce soit une personne physique, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, etc. Mais aussi
l'avocat où c'est trop tard. Et ça, c'est l'avocat de la bagarre que moi je fais. En tout cas, l'avocat, c'est censé être le partenaire avant tout de son client. On doit accompagner dans toutes les galères qu'il doit avoir. Mais attention, un avocat n'est pas un menteur. On va lui dire, de fait, si il est dans son droit ou pas. Un avocat, c'est aussi être une personne responsable qui doit ne pas prendre le dossier si elle n'estime ne pas être compétente. On voit beaucoup de confrères et de consoeurs qui prennent 500, 1000, 1500 euros d'entrée juste pour l'ouverture du dossier, mais en fait elle n'est pas du tout compétente et elle va tout traiter à un autre confrère, par exemple. Et ça va être aussi de donner le maximum pour son client jusqu'au bout, mais aussi de l'avertir de s'il gagne ou pas, et s'il gagne pas, comment rebondir. C'est un peu ça, être un avocat pour moi. D'accord. Revenons sur le métier d'avocat en droit des affaires. Quelle en est la spécificité? Un avocat en droit des affaires, qui c'est? Alors, un avocat en droit des affaires, ce n'est pas forcément l'homme d'une cinquantaine d'années ayant réussi sa vie, un costume 3 pièces et la mallette. Non. Ah, tu ne l'as pas apporté ou tu l'as moi, pas je suis en tenue de travail aujourd'hui. Enfin, et tout le temps en fait. Ah, ok. Même si l'habit ne fait pas le moine, mais en tout cas, moi, c'est ma tenue de travail. Tout en basket, je suis même en jogging s'il le faut. Non pas que je n'ai pas de jogging stylé, que je ne respecte pas mon client. Mais en tout cas, je ne suis pas ce type d'avocat en droit des affaires. Un avocat en droit des affaires, c'est un avocat qui peut travailler ou en cabinet américain, donc des gros cabinets ou des cabinets anglo-saxons, en ayant une équipe de 15-20 personnes associées d'une big firme qui a travaillé dans le monde entier, en international. Ça, ce n'est pas l'avocat que je suis, attention. Mais il y a aussi l'avocat qui peut être à son compte et travailler en direct avec les entreprises comme un service juridique externalisé et qui va gérer le quotidien de la société qui l'accompagne, tout simplement. Ça va être en droit des contrats. S'il y a un problème par rapport à un freelance qui n'est pas content sur le contrat conclu, ça va être avec un fournisseur qui ne paye pas, ça va être peut-être l'entreprise qui a des difficultés financières, ça va être l'entreprise qui accueille un investisseur, comment l'accompagner, ça va être les contrats de travail aussi, ça rentre dans le droit des affaires, même si on s'en éloigne un peu, parce que c'est plus le droit du travail, mais c'est en lien quand même avec le droit des affaires courant de la société. Ça va être aussi l'auto-entrepreneur qui a besoin d'un conseil, parce que lui aussi fait du droit des affaires, et de l'alerter sur le fait que auto-entrepreneur, c'est intéressant, mais ça a les inconvénients aussi, parce que pas de séparation entre patrimoine privé et professionnel. En gros, c'est c'est vraiment le bras droit ou le bras gauche, peu importe, du client qui l'accompagne dans son entreprise. Alors, un avocat en droit des affaires, en fonction du type d'entreprise, il a énormément de types d'affaires qu'il traite. Oui. Donc, au quotidien, on ne dira pas que le quotidien se ressemble. Oui. Quels sont les challenges ou défis au quotidien? Il y a 2 types de dossiers qui sont traités par les avocats en droit des affaires, je pense. Soit l'avocat en droit des affaires est ultra spécialisé dans une matière en droit des affaires. Par exemple, fusion-acquisition, il ne fait que ça. Non seulement pas en conseil, mais uniquement en contentieux. Donc tout le temps, il va faire la même chose. Soit il va être plutôt comme moi, assez généraliste dans un domaine, mais plutôt moi en cas de litige. Moi, je vais traiter le droit des contrats. Je vais faire aussi le droit de la propriété intellectuelle. Par exemple, une personne qui va copier une marque, comment on réagit? Ça va être aussi des difficultés financières, comment réagir, etc. Ça va être aussi, alors pas droit fiscal, mais droit des sociétés, 2 associés qui s'embrouillent, comment on fait pour réagir, comment on fait pour sortir la tête de l'eau au mieux possible. Et donc, il y a ces 2 types de dossiers qui sont traités. Maintenant, le quotidien, dans tous les cas, ne se ressemble jamais parce que tout dépend du client qu'on a en face de nous. Et il ne faut pas croire que parce qu'on traite un seul type de dossier, qu'on fait souvent la même chose et qu'en fait, il travaille à la chaîne. On peut avoir un client qui est ultra stressé
parce que on n'a pas répondu à la minute et qu'il a peur pour son entreprise, comme l'autre client qui va se dire on a le temps, je veux établir une stratégie, ou un autre client qui va être alors lui je veux vraiment, en fait je veux plus qu'il vive, je veux qu'il se dise qu'il pense à moi tout le temps et qu'il lâche, et sinon on va faire en sorte de le tuer. Il y a des clients qui nous parlent comme ça en disant il faut qu'on le bassine d'informations pour lui dire en fait lui, il est mort, je veux le défoncer. Donc ça va être une dynamique, ou encore parce que là je vous fais le client qui attaque, mais très souvent les avocats on a le client qu'on défend, et donc ça va être comment limiter la casse, ou comment lui dire bon là il faut payer, ou là on va réinventer l'histoire pour faire en sorte d'obtenir gain de cause. Donc vraiment ça va être, tout dépend du client et tout dépend des directives qu'on a de notre client. C'est au cas par cas? Complètement. Jamais 2 fois le même client, jamais. D'accord. L'examen au barreau, est-il obligatoire ou pas? L'examen d'entrée, non. L'examen de sortie, oui. L'examen d'entrée n'est pas obligatoire parce qu'il y a plusieurs passerelles. On peut contourner l'examen d'entrée si on vient du barreau de New York. Donc pour les personnes qui nous écoutent, le barreau de New York, c'est cool, mais il faut quand même payer environ entre 100 et 120 000 $ l'année pour avoir un diplôme, un LLM, un Master of Law. Et puis après, il me semble que juste l'examen en tant que tel, c'est 15 000 $. En France, je crois que c'est à peu près 500 €. Donc bon, parfois, il vaut mieux le tenter plusieurs fois que d'aller directement à New York. Moi, clairement, je n'avais pas les moyens, donc je l'ai pas eu du premier coup, donc je l'ai repassé après. Donc ça, c'est une première équivalence. La deuxième, c'est de travailler pendant 7 ans en tant que juriste d'entreprise. Et puis après, entrer directement à l'école d'avocat. Et puis après, la troisième voie, c'est la voie doctorale, c'est de passer un doctorat en droit et après entrer à l'école d'avocat. Et après, l'examen de sortie, il est obligatoire. Il est plus ou moins allégé de si on passe le concours classique, examen classique. Et si on passe par les équivalences que j'ai citées juste avant, il y a juste l'épreuve de déontologie, il me semble, et l'épreuve de plaidoirie. Voilà, beaucoup plus allégé. D'accord. Quels sont les soft skills qu'il faudrait avoir pour exercer le métier d'avocat en droit des affaires? À mon sens, oui. De loin, l'humanité. Alors, je détaille dans l'humanité, mais être à l'écoute de son client. Parce que droit des affaires, ça mène toujours beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent. Donc, on se dit, soit il faut agir comme un pitbull, soit comme un bulldog, plein de races de chiens où on peut avancer vite, mais ne pas avoir d'empathie envers son client et de ne pas lui faire comprendre que l'opération est risquée ou les chances de succès sont moins élevées, etc. Et surtout être à l'écoute de son client, lui dire qu'on va tout mettre aussi en œuvre pour y arriver. Et moi, je compare clairement ça à un match de basket et je me rends compte, toute petite parenthèse, que la plupart des clients que j'ai aujourd'hui me contactent parce qu'ils savent que je suis sportive. Donc, ils se disent que je suis combative et que je sais leur parler. Et ça, je pense que c'est un soft skill super important. Ne pas prendre le haut aussi nos clients. Je pense que moi, mon franc-parler que j'ai et la manière surtout à l'aise de parler que j'ai, que beaucoup de confrères critiquent à mon égard, disent non mais c'est pas donner une bonne image à la profession d'avocat, de parler vite, de parler limite comme une racaille, alors que ça va, je pense pas parler comme une racaille, peu importe en fait. Jusqu'à présent. Je m'en fiche, ils pensent ce qu'ils veulent, vraiment. Ça, j'appelle ça de la jalousie. Donc je pense qu'un soft skill, c'est d'être vraiment à l'aise et de mettre son client à l'aise, d'être combatif, mais aussi de conseiller le client, d'être bienveillant envers son client, ne pas avoir peur de dire à notre client qu'on ne sait pas et qu'on va demander de l'aide à un autre avocat, quitte à demander des honoraires supplémentaires s'il veut qu'on travaille ensemble, et surtout d'avoir beaucoup d'anticipation et vraiment en fait de communiquer avec son client. Je pense que c'est le plus important. Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient exercer le métier d'avocat en droit des affaires, la Boussole TV reçoit aujourd'hui une invitée de taille. Pourquoi ce choix de carrière, ce choix de métier? J'ai pas eu le choix. Ma mère, qui va sûrement regarder, m'a vraiment tellement tout le temps dit avocat, médecin. J'ai essayé de lui dire un moment, je veux devenir basketteuse pro, elle m'a dit jamais de la vie.
pourquoi, si c'est pas indiscret? Ah non, il n'y a aucune indiscrétion, c'est que c'est pas un métier. Elle dit elle est pas venue en France pour que mes filles elles fassent du basket et être payées pour le basket. Après, gros problème, tu vas tomber enceinte, tu vas plus pouvoir jouer au basket. Et puis les basketteuses sont mal payées, la retraite c'est 30 ans, etc., etc. Donc impossible, c'est pas un métier. Après je lui ai dit que je voulais travailler dans la mode, elle m'a dit mais c'est pas un métier non plus. Donc c'est vraiment que des longues études et je n'avais pas le choix. Donc ça, j'ai pas eu le choix de devenir avocate. Maintenant, d'exercer la profession comme je veux, ça c'est un choix assumé qu'elle a totalement compris. Et de toute manière, vu que j'ai le titre, maintenant, elle s'en fiche. Ça va, elle est pas comme mon père qui, lui, dès que j'ai prêté serment, a appelé tous ses potes, toute sa famille. D'ailleurs, il est revenu dans l'atmosphère, dans mon environnement quand j'ai prêté serment. Avant, il était un peu plus loin, mes parents sont divorcés, en disant « ma fille elle est avocate, je suis trop fière, etc. » Donc maintenant, pour eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, je mets un point d'honneur à exercer la profession comme j'en ai envie, d'être proche des miens que j'ai toujours rejetés quand j'étais plus jeune. D'accord. Et quelles sont les perspectives d'évolution professionnelle quand on est avocat? Alors, la perspective classique, oui. Moi, je fais tout à l'envers. J'ai 36 ans, je vais avoir 36 ans, pas d'enfants, je sais que je vais en avoir. Mais je suis en aucun cas les traditions. L'idée, c'est que tu arrives dans un cabinet, tu deviens d'abord collaborateur. Donc, attention, l'avocat collaborateur n'est pas salarié. Gros problème. Donc, si en fait, je regarde exprès la caméra pour dire attention, si votre contrat de collaboration prend fin, vous n'avez aucune protection. Il n'y a pas de chômage, il n'y a rien du tout. Donc, vaut mieux provisionner, mettre de côté. Et en plus, on est imposé à hauteur de 41% directement. Donc, être avocat, on peut bien gagner et c'est pas le cas de tout le monde, mais on donne beaucoup à l'État et aux organismes sociaux environnants. Je reviens sur l'ascension classique d'un avocat. D'habitude, on est avocat collaborateur, puis après, on devient peut-être, donc on est avocat junior, après on devient avocat middle au bout de 3 ans, après on devient senior au bout de 5 ans, après on peut devenir off counsel, parce qu'ils adorent les mots anglo-saxons, oui. À partir de entre 7 et 9 ans, et après, on peut espérer devenir associé d'un grand cabinet. Et là, on est le big boss, on est content, la famille de 3 enfants, dans le 16e arrondissement de Paris, etc. Ça, c'est une vision de la profession d'avocat. Une autre vision de la profession d'avocat, c'est de se faire les dents, comme je dis, pendant 2-3 ans, et après se lancer à son propre compte. Et c'est ce que moi, je vois de plus en plus autour de moi, parce que on se dit qu'on a envie de voler notre propre aile et être entrepreneur à notre tour. Et bon, moi, j'ai attendu beaucoup de temps, j'ai attendu 7 ans pour le faire. Okay. Mais parce que dans mon cabinet, j'étais bien. J'adore travailler en équipe et donc c'était cool. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aussi voler mes propres ailes et faire ce que je voulais et avoir la liberté surtout. Ça n'a pas de prix. Donc, beaucoup de manières d'exercer la profession d'avocat. Et aussi, et je finirai par là, beaucoup d'avocats quittent la robe pour soit travailler en entreprise parce qu'ils veulent justement plus de sécurité financière. La maternité venant pour certaines femmes, l'entreprise est plus sécure. Et puis, il y en a qui vont vers la magistrature, vers la politique, ou qui changent totalement d'environnement. D'accord. Et tu as évoqué un mot, entrepreneuriat. Oui. Qu'est-ce qui t'a emmené vers l'entrepreneuriat? Quel a été le déclic? En fait, je pense que dès toute petite, je ne dis pas que je voulais être entrepreneur, mais moi, quand j'étais petite, je me suis dit que j'aimais bien conseiller les personnes en tant que déléguée de classe. Et puis, alors c'est un rêve à peu près bizarre, mais quand j'avais 15 ans, je me suis dit que je voulais accompagner les personnes à créer leur entreprise. Je voyais les épiciers dans mon quartier, les boulangers dans mon quartier. Je me suis dit, prendre une farine particulière, peut-être qu'il y a une histoire de savoir-faire, etc. Et surtout, certains ne maîtrisaient pas forcément la langue française. Donc, je me suis dit que je voulais bien les aider à faire ça. Et donc, plus tard, je voulais devenir conseillère auprès de la chambre de commerce et d'industrie. Et après, ça m'a vite passé parce que je me suis dit que je voulais quand même un petit avocat pour que ma mère soit fière de moi et pour montrer qu'on pouvait être une femme noire et réussir. Donc, il me fallait le titre. Et puis,
Et puis après, j'ai aussi découvert l'entrepreneuriat d'une manière indirecte via le basket, en devenant dirigeante d'association et dirigeante de club. Oui. Et après, je suis arrivée chez Bold. Pardon, avant j'étais chez Lennox Avocats, qui était un cabinet où on accompagnait essentiellement les entrepreneurs. Et en fait, on était vraiment leur bras droit, on avançait ensemble, on était vraiment dans leurs shoes. Et en fait, tu te rends compte de l'implication forte que tu as avec eux, où tu contribues à son projet, au projet de chacun, malgré la difficulté, parce que moi je fais des contentieux. Et puis ça s'est concrétisé chez Bold. Et puis, par le plus grand des hasards, vraiment comme aujourd'hui où j'arrive en retard, et je fais un fameux Reels en expliquant que on va dans un tribunal et on me prend pour une prévenue. Et donc cette vidéo est virale. Si, grâce à laquelle j'ai découvert ton profil. Bah oui, j'imagine, et c'est fou, parce que vraiment avec cet entrepreneur, avec Émeric, que je remercierai jamais assez, enfin, on se disait, on fait un cross-post, mais ça va, on va avoir 100 likes, peu importe. En fait, au bout de 5 minutes, on avait 10 000 vues, et c'est monté rapidement aux millions de vues, c'est devenu Twitter, tout ce que vous voulez, enfin X aujourd'hui, mon compte, etc. Et donc, en fait, j'ai eu tellement de propositions alors de médias, mais tellement de clients que je me suis vite trouvée étranglée. J'ai eu peur qu'en fait, en termes de clientèle, ça ne corresponde pas à ce que je fais. Mais en fait, c'était exactement ce que je faisais chez Bold, et je me suis dit, bah, là, en fait, j'ai tellement de clients et finalement, je gagne plus qu'en étant en cabinet. Donc, pourquoi pas me lancer et faire aussi ce que je veux, en fait. Mais les baskets, les cours, le sport et mon métier. Et les médias, création de contenu et tout ça. Kadiatou, à côté de ta profession, tu diriges 2 associations. La première, Basket Paris 14 et Ladies in Basket. Oui. Basket Paris 14, qu'est-ce que c'est? Non, mais du coup, on m'a dit pas prendre de griffes, mais là, c'est parce que je viens de coacher. Et du coup, ça, j'ai pu le faire. Basket Paris 14, c'est un club entrepreneurial déjà. Il date de 2014, donc il y a 10 ans. Tout le monde est jeune dans ce club-là. Le président travaillait dans une autre boîte entrepreneuriale dans l'événement sportif. Et c'est un club qui a explosé en très peu de temps. On est dans les 5 premiers clubs les plus peuplés de France. On est quasiment à 800 licenciés. On a 44 équipes, quasiment la moitié d'équipes féminines. Et en fait, ce projet m'a tout de suite séduit parce que, en fait, le féminin était vraiment mis en avant. On a fait une coopération territoriale de clubs qui s'appelle Paris Rive Gauche, où on est avec Paris Basket 15. Et l'objectif, en fait, c'est de promouvoir le basket dans ces quartiers du 14e et du 15e, et surtout dans le 14e pour Basket Paris 14, et de mettre en avant les potentiels. C'est un club où il y a du niveau, mais aussi d'expliquer que le basket, c'est aussi une famille et qu'il faut avoir des soft skills et il ne faut pas avoir que de quoi marquer des 3 points, des dunks, etc. Et dire, ok, tu seras dans le club, pas certain que tu sois professionnel, mais on va te pousser pour, et puis au pire, bah, tu seras très bien au Basket Paris 14 en fait. D'accord. Et quelles sont les actions concrètes qui ont été menées par cette association, par ton association? Oui, alors moi je suis arrivée par la suite, mais en tout cas c'est Arthur qui l'a fondé notamment. Il y a des tournois internationaux qu'on essaie de faire pour les tout petits, les U11, donc les 10-11 ans. On a fait ça en Italie, on aimerait bien le refaire. On fait des opérations culturelles et éducatives où on a pu faire des fusions théâtre du 14e, mais aussi avec nos basketteurs, donc initiation au théâtre d'un côté, initiation du basket de l'autre. On a fait aussi Action Paris Sportive, qu'on a fait aussi avec les Ladies in Basketball, mais j'en parlerai plus tard, où en fait pendant 3 ans, on prend un playground soit dans le 14e, soit dans le 15e, où on fait une initiation au basket pour toutes les femmes qui veulent apprendre, filles et femmes qui veulent apprendre le basket. On fait aussi des camps basket pendant les vacances scolaires, où on va mêler soutien scolaire et initiation basket. Et puis après, on fait des opérations coup de poing avec la NBA, donc les enfants sont super contents. On fait venir un joueur, ou on fait des opérations avec le Paris Basket, ou avec Nanterre. Donc voilà, enfin, il y en a plein. Et puis après, ça va être plutôt au quotidien
les entraînements qui sont tenus, puisqu'on est quand même sur 6 gymnases et on essaye justement de donner un maximum d'entraînement pour les jeunes. Et surtout, et je finirai par ça parce que pour moi ça m'importe énormément, c'est le fait qu'on commence l'école de basket à l'âge de 2 ans et demi. 2 ans? Ouais, 2 ans et demi. Donc ils sont vraiment comme ça. Bon, allez, comme ça. Et les paniers, ils sont comme ça. Et en fait, on fait en sorte que les parents jouent avec eux pour créer le lien parent-enfant, pour éveiller en fait les enfants, pour qu'ils aient conscience aussi de ce qu'ils sont et qu'ils prennent confiance en eux dès le plus jeune âge. Dernier petit point, parce qu'on a plein d'actions, mais j'essaye de les synthétiser. On est aussi sur une grosse action sur la femme au niveau de la puberté, avec les opérations brassières qu'on fait avec la caisse d'épargne. Et pourquoi la caisse d'épargne? Parce que c'est un de nos partenaires, mais aussi on a fait le constat, et c'est des chiffres, hein, c'est qu'il y a 63% de femmes qui font du sport. Alors le sport, ça implique aussi de la marche, hein, attention, hein. C'est pas que de faire un marathon en moins de 3 heures, c'est aussi juste sortir et prendre l'air pour tout couper. Mais on a sur ces 63%, 55% des filles qui arrêtent le sport entre 11 et 15 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a la puberté et que leur corps est de plus en plus sexualisé. Donc déjà, elles ont peur du regard de l'homme, du fait que son corps se transforme, et elles ne connaissent pas leur nouveau corps, et certaines n'osent même pas demander à leurs parents une brassière ou un soutien-gorge de sport. Et donc elles vont arrêter à cause de ça, parce que c'est un gouffre financier pour elles. Et donc nous, on transmet des brassières à ces filles pour justement qu'elles continuent le sport et que elles se disent que même si leur corps se transforme, eh bien, il faut qu'elles aiment ce corps et qu'elles le chérissent parce que ce sera leur corps pendant une grande partie de leur vie. Elles se sentent épanouies et en accord avec leur corps. Oui, beaucoup. Et qu'est-ce qui t'envoie vers le basket? Parce qu'il y a le football, il y a la natation. Ouais. Pourquoi le basket? Désolée. Le basket, moi ça a commencé parce que j'étais amoureuse d'un garçon au collège à la base. Mais avant je faisais du judo pendant longtemps. Et en fait, pourquoi le basket? Parce que plein de symboles, on est 5 sur un terrain, nous sommes 5 filles à la maison. C'est un sport d'équipe, c'est vrai qu'il y a le volley, il y a le hand, j'ai fait du hand pendant longtemps aussi. Mais en fait, c'est plus les coachs que j'ai rencontrés dès que j'ai commencé le basket en essayant de courir après ce garçon qui n'a pas voulu de moi et qui sortait une fille de mon équipe. J'ai tout de suite senti une énergie et une confiance, et où je me suis aussi sentie reconnue. Je me suis sentie reconnue pour mes qualités athlétiques et je me suis sentie tout de suite bien dans ce sport. Je me suis sentie tellement bien que j'ai pris une position de leader qui m'a causé des torts et qui m'a fait perdre confiance. Mais finalement, à chaque épreuve difficile de ma vie, c'est toujours le basket qui m'a sorti de cette épreuve difficile, que ce soit aux années du lycée, que ce soit pendant mon burn-out plus tard, et même là, dans des épreuves de vie qui étaient dures, ça m'a toujours sorti en fait. J'ai toujours eu cet équilibre-là. Je me suis toujours sentie bien en fait. À l'aise. Ouais, à l'aise. Parlons de Ladies in Basket. Ouais. D'où te vient la création de cette association? Alors moi, je n'ai pas créé cette association. Elle a été créée aussi en 2014 par Sira Silla qui aujourd'hui est à Dakar et qui s'occupe beaucoup du côté au Sénégal. Moi, j'ai connu Sira en 2019, où elle me dit que elle a créé une association avec 3 autres personnes, 3 autres personnes qui sont Banina, Falassa et Megan, où elle utilise le basket comme un levier socio-éducatif pour les filles et femmes de quartiers politiques de la ville. Et donc, il y a l'initiation basket. Il y a plusieurs programmes, dont un, c'est l'accompagnement de filles basketteuses pour faire des sorties culturelles, rencontres de femmes inspirantes, éducation, etc. Et après, ça va être plutôt de l'initiation basket pour des non-basketteuses. Mais l'idée, c'est de sortir toutes les filles de quartier pour les mettre dans le monde du sport, dans le monde du basket, mais aussi dans le monde de l'éducation et de la culture.
Et donc moi, Syrah me fait intervenir un jour avec une médecin qui s'appelle Fatoumata, qui exerçait à l'époque à Aubervilliers. Et en gros, on explique toutes les deux notre métier. Et donc moi, on est en face toutes les deux d'une quinzaine de filles, donc toutes basketteuses. Et les deux premières questions qu'on me pose, c'est la première, est-ce que tu n'as pas honte de mentir par rapport au Coran en tant qu'avocate? Et donc là, je leur explique qu'on n'est pas des menteurs et que un avocat ou une avocate ne conseille pas en fonction du Coran. Et la deuxième, très drôle, c'est est-ce que vous portez toujours des pépés, donc des perruques, comme les avocats en Grande-Bretagne? Non, pas du tout. Et donc on leur explique comment on devient avocate, etc. Mais pendant très longtemps, sur ce temps d'échange, au moins pendant les 2/3 du temps d'échange, elles ont cru que je n'étais pas avocate, mais assistante d'un avocat. Donc en fait, je me suis dit qu'il fallait déconstruire ça. Et en fait, qu'il fallait pas être une femme noire enragée, mais plutôt une femme noire engagée. Je vais faire souvent des phrases philosophiques comme ça. Attention, je rigole. Et Fatoumata, ça a été pareil. On lui a dit, mais en fait, toi, t'es médecin, t'es plutôt infirmière, non, qu'on se le dise, et toi, tu prescris le Doliprane. Et non, pas du tout. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans les lycées de basketball. Pour contribuer à cet engagement de faire bouger les choses. Déconstruire. Déconstruire. La mentalité. Oui, vraiment. Il y a du chemin, mais à notre échelle, on avance petit à petit. Raconte-moi une anecdote en lien avec ta profession. Il y en a tellement. Drôle ou moins drôle? Ouais, elles sont pas drôles, mais j'essaye de les faire rire. Je pense que la pire du pire, mais bon, à ceux qui écoutent la Boussole TV, peut-être l'ont déjà entendu, c'était à Bobigny. Bobigny, on sait que c'est plutôt cosmopolite. Et donc, on me dit, je me mets, dans la colonne des professionnels. Une assistante de justice me dit « Bonjour madame, je ne sais pas si vous savez lire, mais ici c'est marqué ligne réservée aux professionnels uniquement. » Et donc, je hoche la tête et je lui dis « Oui, ok. » Je continue et c'est à mon tour d'aller devant la personne du greffe. Moi, je venais pour déposer une plainte et la personne me dit « Je vous aurais prévenu, mademoiselle, vous allez devoir faire la queue comme tout le monde. » Et donc, moi, je dis à la personne du greffe « Bonjour madame, avocate au barreau de Paris, je viens de déposer, je lui montre ma carte et je viens de déposer un dossier de plainte. » Et donc là, la personne, l'assistante de justice commence à reculer et je lui dis « Non, surtout là, ne bougez pas. Parce que là, on va rigoler. Si vous continuez les stéréotypes, je vais appeler vos potes qui sont mes frères, comme vous pensez, de la 17e. Et je pense que vous allez repartir en slip. Donc maintenant, vous ne bougez pas. » Et donc, j'ai attendu que son supérieur hiérarchique vienne pour pouvoir faire une déposition. Et donc, j'ai écrit à la main, tout simplement, en disant ce qui s'était passé à telle et telle heure. Et qu'en fait, c'était juste, encore une fois, une épreuve de racisme ordinaire, en fait. Mais voilà, ça, c'est une de mes anecdotes, je pense, les pires. Et j'en ai juste une autre, parce que là, je prends la casquette d'enseignante. J'en ai raconté plein, mais systématiquement, en début d'année, quand j'arrive en classe, on me dit souvent alors ici on est en droit et pas en AES. AES, comme tu sais, ça veut dire Association d'étudiants sénégalais. Moi je réponds alors déjà je pense pas que ça veut dire ça, et en plus je viens pas du Sénégal, je viens du Mali, donc je comprends pas. Et il me dit non mais en fait t'as compris, hein, c'était une blague, je sais que ça veut dire administration économique et sociale. Mais en fait, c'est juste pour te dire que t'as rien à faire là, quoi. Et donc, je dis pareil, oui, sans souci, et je rentre de l'autre côté et je dis aux étudiants, bonjour, donc je suis votre chargé de travaux de dirigeant, on va s'amuser pendant, je pense, 1 an, vu ce qui vient de se passer il y a 5 minutes. Et donc, je laisse le trouble se passer pendant toute l'année, vraiment. Par rapport à la sanction, et évidemment, ils n'ont pas de sanction parce que j'ai pas envie de me venger comme ça. Voilà, pour les anecdotes. Mais il y en a plein, et je créerai un livre quand je serai en congé maternité. J'espère qu'il sera long. Kadiatou, on passera à l'instant challenge. Oh waouh! J'explique le concept. Tu tires 3 questions et tu me donnes les bonnes réponses. Je vais essayer de donner les bonnes réponses, mais au pire, c'est pas grave. Es-tu prête pour le challenge? Allez! Ok, on y va. Je lis la question. Alors, quel pays
a la plus petite superficie? Au monde? Ah, il y a un champ ici. Ok. En Afrique. Angola. En A. B. Afrique du Sud. C. Soudan. Et D. Niger. C'est 4 grands pays en plus. Hein. Oui. Donc Angola, Afrique du Sud. Soudan ou Niger? Je dirais le Niger. Alors c'était le Soudan. C'est vrai? Oui. Eh bien, pourtant, oui, ouais. Eh ben ouais, voilà. Il est énorme grave, comme. Mais c'est 4 gros pays. Hein. Mais bon. Deuxième question. Je peux avoir 0 sur 3 à n'importe quel moment. C'est pas grave. Bon, ça, je pense que tu. Ah, alors. De quel pays vient le style musical appelé le ndobolo? Le Cameroun, le Togo, la RDC ou le Congo? Le ndombolo. Ouais, je dirais le Cameroun. La RDC, République démocratique du Congo. C'est pas grave. Troisième question. Je la lis. Quel est le pays le plus riche d'Afrique en 2020? Égypte, Afrique du Sud, Kenya ou Nigeria? En 2020, donc il y a 4 ans. Je sais pas si ça a beaucoup changé. Hein. Je dirais Kenya quand même. Hein. Le Nigeria. C'était le Nigeria. Ah ouais, j'hésite entre les deux. Non mais du coup, je suis vraiment une Africaine déracinée. Voilà, comme disent beaucoup de personnes qui sont en bas là à Strasbourg-Saint-Denis. Parce que je suis beaucoup trop francophone. J'ai beau mettre du wax, on voit à milieu que je suis strasbourgeoise. Voilà. Je n'ai pas les mots, mais j'irai enrichir ma question. Alors, Kadiatou, quel message souhaiterais-tu adresser à toutes les personnes, que ce soit à des jeunes ou à des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui souhaiteraient exercer le métier d'avocat en droit des affaires? Première chose, oser. Ne pas avoir peur de l'échec, parce que si vous ne faites pas, personne ne fera pour vous. Deuxième, de vous faire confiance, non pas en vous disant que vous êtes le meilleur, etc., parce qu'on a tous une marge de progression, mais de se dire, ok, j'ai accompli tout ça, pourquoi ne pas le faire maintenant? Et troisième, ne pas avoir peur de demander de l'aide et de se faire accompagner. Ne pas avoir peur de baisser sa garde, d'être vulnérable. Vous pouvez très bien venir me demander des conseils, alors je ne fais pas ma propagande, mais moi j'y répondrai avec plaisir. Je pense qu'il y a plein d'autres avocats et avocates qui y répondront. Et s'ils n'y répondent pas, tant pis pour eux, mais vous continuez votre route. Et surtout, d'avoir un soutien psychologique aussi. Alors psychologique sans aller voir un psychologue ou un psychiatre si vous ne voulez pas, mais juste en fait d'échanger avec des personnes en qui vous avez confiance. Ça c'est super important et après, vous aurez toutes les clés en main pour réussir. J'en ai vraiment aucun doute. Alors, quel est ton mot de fin? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que je peux dire? Oui. Mot de fin. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les personnes retiennent de cette interview? Ce que je souhaiterais que les personnes retiennent de cette interview, c'est que personne ne doit être là où on les attend. Il faut que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, no matter what, comme disent les Américains. Et ouais, que vous vous sentiez vivre et être à 100%. La vie peut être longue, elle peut être très courte aussi. Il ne faut pas avoir de regrets dans la vie, je pense. Et il faut ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Être dans une vie où tout se passe bien, tout est parfait, franchement c'est nul. En vrai, c'est cool parce que tout va bien, vous avez le sourire, mais vaut mieux avoir un bel éclat de rire, une profonde tristesse, des vraies émotions qu'un sourire en disant ça va. Faut pas que votre vie soit monotone, donc il faut prendre des risques en fait et aller là où vous voulez aller
sans sans préoccuper forcément de ce que disent les autres. Je pense que c'est très important. Sans se préoccuper du regard des autres. Souhaites-tu adresser un message à des personnes en particulier ou pas? Les personnes savent, rends l'argent. Non, je rigole. Rends l'argent. Non, vraiment, 2 messages. Alors, ma famille, c'est tout, ça c'est sûr. Tout mon entourage que je remercie au quotidien, etc., me supporte. Mais surtout, si la personne qui m'écoute ne sait pas de quoi on parle, elle va d'abord se renseigner et après elle parle. Par exemple, moi je me suis planté aux 3 questions, je vais me renseigner, je vais sortir avec des connaissances et après je vais pouvoir communiquer. Mais des personnes qui ont des préjugés, avec des états d'âme, etc., on leur a rien demandé, partez, on n'a pas besoin de vous, personne ne vous a envoyé en fait. Donc allez vous inscrire et après revenez. C'est tout.